Bonjour à tous. Je vais vous présenter la conférence des métiers et des femmes sous le Haut Empire, du 1er au 3e siècle. Mais tout d'abord, je tiens à remercier le Musée de la Romanité de m'avoir invité à participer à ce cycle concernant les femmes antiques, et également à remercier les personnes qui m'écouteront aujourd'hui et qui m'écouteront à distance. Je suis désolée pour ça, étant actuellement en Angleterre, c'était compliqué pour moi de revenir en France et d'être là en direct. Donc pour vous parler aujourd'hui des femmes romaines et de leur métier, je vais utiliser les résultats de la recherche de Sophie Manot, qui n'a pas pu participer, à la conférence pour raisons professionnelles, et je vais utiliser également mes résultats de recherche de master. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir mon PowerPoint. Hop. Alors, nos études se situent en fait au croisement de plusieurs disciplines, l'histoire ancienne, l'archéologie et les études de genre. Et je vais vous expliquer en quelques mots le contexte de ces études-là. Vous l'avez sans doute constaté, les femmes, le genre et les enjeux qui sont liés à ces thématiques sont au cœur de notre actualité contemporaine. Et parallèlement, et certainement de manière liée, on a vu l'intérêt pour les études sur les femmes et le genre croître dans les milieux académiques et universitaires. Donc les disciplines traditionnelles ont été revues à travers ce nouveau prisme, et cela a considérablement étendu nos méthodes et nos résultats. Ces études s'inscrivent dans la lignée des études pionnières des années 70, et les premières études sur les femmes et le genre étaient d'abord plus répandues aux États-Unis et en Europe du Nord, tandis qu'elles sont arrivées dans les facs francophones, comme en France, en Belgique ou en Suisse, un peu plus tardivement et un peu plus discrètement. Il y a certaines disciplines qui ont été un peu plus réticentes à intégrer ces méthodes-là. Par exemple, si en histoire ancienne, les études ont assez rapidement fleuri à partir des années 90-2000, notamment avec les travaux de Violaine Sébillotte et Sandra Boringer, en archéologie, en revanche, ce n'est qu'en 2015 qu'un premier numéro de revue est consacré à la question du genre, et un second ouvrage a été publié seulement en 2020 par Isabelle Algrin. Et justement, je vais m'arrêter ici sur le contexte de nos études. Je vous ai donné l'essentiel et Isabelle Algrin sera là elle-même le 6 février prochain pour vous présenter une conférence entière sur l'archéologie du genre. Donc voilà, si ça vous intéresse un peu plus, vous pourrez écouter sa conférence. Maintenant, à propos de notre sujet du jour, il faut savoir que les études sur les femmes romaines concernent plus souvent les femmes des familles impériales, ou en tout cas les femmes de statut social élevé. Et c'est assez logique quand on considère la question de l'accès aux sources, puisqu'il y a tout simplement plus d'informations disponibles dans les sources littéraires antiques qui les concernent. Mais comme vous avez pu l'entendre lors de la conférence de Novella Lapini, les sources littéraires romaines renvoient surtout une image idéale de la femme romaine, qui est conçue par les élites. Et finalement, cette image est contradictoire quand elle est comparée avec d'autres sources, et on se rend compte donc que ce n'est vraiment qu'un idéal qui ne correspond pas à la réalité des femmes romaines, et certainement pas à la réalité des femmes qui n'ont pas ce statut social élevé. De plus, ce n'est de toute façon pas une réalité figée, puisque l'accès des femmes à l'éducation, à certaines positions sociales et économiques, a évolué au cours de l'histoire romaine. Cependant, les préjugés transmis par ces visions des auteurs romains ont influencé pendant de nombreuses années les recherches modernes, et ont influencé les recherches modernes sur toutes les femmes romaines, de tout statut confondu, et pour un peu tous les sujets, donc y compris celui de l'économie et des métiers. Notre objectif, c'était alors de montrer qu'il n'est pas impossible d'étudier les femmes de plus basses conditions, ni d'étudier leurs activités, et on propose de voir comment on peut remettre en question ces idées préconçues. Il est certain toutefois que les sources pour ces femmes de statut social moins élevé sont plus éparses et de nature différente, puisqu'on aura principalement des représentations et des inscriptions à étudier. Mais cela nous permet tout de même de découvrir un pan de la société
et de l'économie romaine, qui est longtemps restée dans l'ombre. Donc les principales sources qu'on a étudiées, Sophie Mano et moi-même, datent de la période impériale, et plus particulièrement du Haut Empire, c'est-à-dire du 1er au 3e siècle de notre ère, sans doute car cela correspond à une période où les femmes ont eu un meilleur accès aux professions concernées, ou plutôt un meilleur accès aux commémorations de ces activités dans un contexte funéraire, ce qui a permis aux sources d'arriver jusqu'à nous. Et notre cadre géographique, c'est l'Italie et la Gaule romaine. Donc les sources sont principalement des images de monuments funéraires, des stèles et quelques sarcophages, des inscriptions, mais aussi parfois quand même quelques textes littéraires ou juridiques qui feraient mention de métiers de femmes. Donc comme la première partie de la conférence n'est pas exactement mon domaine, et que je parle au nom de Sophie Mano, j'ai choisi de vous présenter les conclusions de son travail de thèse qui permettent d'avoir un bon aperçu des métiers des femmes romaines et des enjeux de ces activités professionnelles sans entrer dans un niveau de détail que je ne maîtrise pas. Donc si jamais à la fin de cette présentation vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller consulter certains de ces articles qui sont disponibles en ligne ou en revue spécialisée. Ou bien pour les plus intéressés, vous pouvez également aller consulter son travail de thèse à la bibliothèque universitaire de Toulouse. Donc le point de départ du travail de Sophie Mano était la question suivante. Dans le monde du travail, où sont les femmes? Qui sont-elles? Que font-elles et comment sont-elles représentées? Parfois, les femmes surprennent en étant là où on ne les attendait pas, par exemple dans des professions intellectuelles ou des professions de santé. Et même lorsqu'elles sont là où on les attendait, dans des professions comme celle de servante ou de nourrice, on découvre qu'il y a plus à savoir sur ces fonctions que ce qu'on pourrait attendre. Et la problématique précise de son travail, finalement, s'articule autour du concept assez simple, femme dedans, femme dehors. Et pourtant, derrière cette simplicité se cachent de nombreux mouvements, changements et évolutions. En effet, la dichotomie sphère publique, sphère privée est très statique et le danger serait de faire entrer les activités des femmes dans des carcans, mais cet écueil est évité dans l'étude de Sophie Mano. Là où on pourrait penser trouver des femmes condamnées à des tâches parfois ingrates ou à une condition servile permanente, elle a rencontré et présenté des femmes romaines qui, selon l'évolution de leur statut, pouvaient bel et bien changer de sphère et passer par exemple du monde domestique au monde public. Donc ces femmes ont pu être par exemple ornatrix, coiffeuses, musiciennes, marchandes, obstétrix, c'est sage-femme, ou médica. On verra un petit peu plus en détail la définition de ce métier-là. Parfumeuse, gladiatrice, et ankyla, c'est servante. Donc on va voir au fur et à mesure de notre exposé tous ces métiers-là. Le meilleur exemple, par exemple, des femmes qui peuvent passer d'une sphère à l'autre, ce sont les ornatrices affranchies, puisque ces coiffeuses qui faisaient un métier normalement à forte connotation servile et domestique ont pourtant été retrouvées associées à des barbiers et des bijoutiers, et donnant même parfois l'adresse de leur boutique dans leurs épitaphes, comme vous pouvez le voir sur... alors, il faut que je décale ma petite caméra. Comme vous pouvez le voir sur cette image d'inscription. Et donc, présenter une boutique, c'est une illustration d'une indépendance, d'une affirmation de l'activité professionnelle avec fierté, et surtout donc cette question de propriété de boutique. Dans leur boutique, ces ornatrices s'occupaient sans doute des femmes, donc comme quand elles exercent dans le contexte domestique, mais dans ce nouveau contexte public, elles s'occupaient sans doute des hommes aussi. Il y a donc deux changements. On passe de l'espace féminin domestique à l'espace public, mais aussi à la mixité. À la frontière des espaces privés et publics se trouvent d'autres métiers que pouvaient exercer les femmes, comme celui de musicienne par exemple. Elles pouvaient jouer dans des troupes de musiciens, ou bien se produire en public, dans des spectacles, ou encore pratiquer leur art dans les maisons, lors des banquets, pour le bon plaisir des maîtres.
Elles pouvaient également intervenir lors de sacrifices et de processions en contexte religieux. Et Sophie Manot propose même de considérer qu'elles aient pu enseigner la musique à l'intérieur des maisons auxquelles elles appartenaient, puisque par exemple, on sait qu'une musicienne esclave pouvait enseigner l'art de la musique à sa maîtresse, étant donné que la musique est l'un des éléments principaux de la culture d'agrément et de l'éducation des jeunes gens de bonne famille romaine. D'ailleurs, pourquoi ne pas penser qu'une femme pouvait de manière simultanée être en contact avec tous ces milieux? Il est tout à fait plausible de penser qu'une esclave musicienne pouvait être louée par ses maîtres lors d'événements de différentes natures, ou bien qu'une affranchie pouvait suivre la demande de ses clients. Donc la profession de musicienne était scindée en diverses spécialités, qui seraient un peu trop fastidieux de toutes vous présenter, mais qui correspondaient assez logiquement au type d'instrument joué. Et dans la littérature comme dans le droit, les métiers de musicienne et de comédienne étaient presque synonymes de métiers de la prostitution. Et si certains éléments peuvent appuyer cette hypothèse pour certains cas, on a d'autres cas où les éléments infirment plutôt cette vision. Par exemple, le fait que les femmes pouvaient choisir de mettre ce métier en avant dans leur épitaphe avec fierté. Mais il n'en reste pas moins que, à cause de cette vision répandue, la réputation de toute la profession était entachée auprès des contemporains. On peut trouver aussi des femmes qui travaillent dans le domaine du service ou du commerce, qui pouvaient pratiquer leur métier en fonction des besoins de leurs clients et dont l'activité se caractérise alors par la mobilité et le lien entre espace domestique et espace extérieur. Certaines marchandes étaient ambulantes, par exemple. On peut le voir sur ce monument, où une marchande se tient à côté d'une roulotte chargée de marchandises. Donc elle se rendait sans doute de maison en maison, de marché en marché. D'ailleurs, un texte de Plaute témoigne d'une barbière qui se rendait comme ça chez ses clients. Et au sein de ces différents métiers, il est parfois difficile de déterminer les catégories et les degrés de spécialisation. Par exemple, pour les danseuses et les actrices n'ayant accès qu'au spectacle de mime, comme le théâtre était réservé aux hommes, il est difficile de différencier la danse du jeu théâtral, puisqu'ils sont très proches à l'époque romaine. Il y a également un autre problème, c'est qu'il est parfois difficile de différencier dans l'iconographie les activités vraiment professionnelles de celles d'agrément, ou encore les activités mythologiques et symboliques, notamment dans le cas des représentations de musiciennes. Et de nombreux autres métiers de femmes se situent comme ça à la frontière entre ces types d'activités, ce qui instaure une ambiguïté dans le processus d'interprétation, voire qui la rend parfois impossible. Et c'est peut-être cette dualité qui rend les métiers de femmes mystérieux, voire stigmatisés. Par exemple, c'est avec beaucoup de méfiance que Pline fait part des remèdes et des médicae et des obstétrix, les sages-femmes, qu'il consulte pourtant pour rédiger son histoire naturelle. Les femmes ont plus souvent accès au métier d'obstétrix dans le domaine de la santé, c'est-à-dire de sage-femme, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est lié au monde féminin. Et les médicae sont différenciés par leur appellation, leur nom de métier, qui est clairement lié au médicus masculin. On peut se demander si elles étaient elles-mêmes des médecins généralistes, au même titre que le médicus. Est-ce qu'elles étaient plutôt des médecins spécialisés pour les femmes, ou encore était-ce un autre terme tout simplement pour désigner les sages-femmes? En tous les cas, la différenciation de nom de métier indique sans doute un savoir plus élargi que celui des sages-femmes qui ne sont appelées que obstétrictes. On voit bien donc qu'une minorité de femmes peuvent sortir du lot, réussir à intégrer les sphères professionnelles dites masculines. Et Pline associe ces médicae de manière systématique aux remèdes tirés du corps, à base d'urine par exemple ou de sang menstruel, et il en vient à poser la question clairement et se demande si finalement ce n'est pas de la sorcellerie plutôt que de la médecine. Et le fait par exemple que du matériel médical retrouvé au nom d'une femme qui s'appelle Sperata à Pompéi a été accompagné d'amulettes apotropaïques, c'est-à-dire qui servaient à détourner les mauvais sorts, peut confirmer que la médecine au féminin pouvait être un peu teintée de magie.
D'ailleurs, les mêmes soupçons frappent les femmes qui pratiquent la parfumerie, puisqu'elles maniaient des herbes, pardon, et des composants entrant dans la fabrication de filtres et poisons. Et elles étaient même surveillées de près par les juristes, et de nombreux textes mentionnent les craintes à l'encontre de tels métiers. Ce sont donc parfois des fonctions peu gratifiantes ou inquiétantes que l'on associait à certains métiers de femmes, et on pourrait y voir une inquiétude plus large qu'inspiraient les femmes romaines qui gagnaient en indépendance, en importance ou en aisance, puisque dans les mentalités romaines, cela ne correspondait pas à l'idéal de la bonne matrone. Donc, comme les femmes qui travaillaient n'étaient pas à leur place, on se méfiait d'elles. Et on connaît bien, par exemple, des textes de loi qui sanctionnent d'infamie les métiers en représentation, donc c'est-à-dire qu'on méprisait officiellement les personnes qui se mettent en lumière pour les plaisirs d'autrui. Et dans une moindre mesure, le travail des femmes souffrait du même type de sanctions, puisqu'elles exerçaient parfois des métiers qui transgressaient les normes juridiques et les normes sociales. Par exemple, le droit interdisait les métiers de la banque aux femmes, et pourtant nous connaissons des usurières et des banquières issues de la famille impériale. Et la gladiature était censée être réservée aux hommes, pourtant on retrouve des femmes dans l'arène, comme vous pouvez le voir sur ce relief du British Museum. Donc les métiers des femmes romaines n'étaient pas statiques, ils étaient polymorphes, en mouvement, pouvaient prendre des places dans différents espaces, publics, privés, parfois les deux. Leurs métiers prennent aussi des formes d'activités variées, avec des spécialisations parfois très pointues. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des femmes. Et dans ces cas-là, la situation des femmes non spécialisées et qui ne sortent pas du lot intéresse beaucoup moins les auteurs de l'époque, mais aussi les études modernes. Donc l'un des buts de la recherche de Sophie Mano, c'était de dresser un tableau global des occupations des femmes, y compris les activités qui sont déjà bien étudiées, mais surtout de pouvoir redonner une existence aux métiers de femmes qui sont trop souvent négligés. Et c'est pour ça qu'elle a concentré une partie de son travail sur les servantes, qu'on appelle les ancillae en latin, puisque même des chercheurs travaillant sur la domesticité ne se sont pas souvent intéressés à leur cas, les laissant dans l'ombre, puisque ce sont finalement des esclaves servantes non spécialisées qui n'apportent pas beaucoup d'informations sur les problématiques liées au travail romain. Pourtant, Sophie Mano nous montre que ces femmes-là ont été souvent au cœur de problématiques juridiques liées à la servilité, et elle a pu dresser un tableau assez complet de la personne de la servante, son activité, ses relations parfois conflictuelles avec les maîtres et les maîtresses. Donc le terme ancilla a une signification assez large. Il est employé pour désigner une esclave ou une servante. Donc il s'agit moins d'un métier finalement que d'un statut social. Et dans les maisons aisées, elles pouvaient être très nombreuses, tel un essaim autour de leur maîtresse, montrant ainsi la richesse de la maison. Mais en l'absence de renseignements supplémentaires concernant une spécialisation, quand on retrouve une inscription d'une ancilla sans autres informations, on peut comprendre qu'il s'agit d'une esclave sans qualification précise qui peut s'activer finalement de différentes manières dans la maison, en occupant les positions des plus dégradantes aux plus favorables. Par exemple, dans les textes d'Ovide, beaucoup d'ancillae filent la laine. Dans les comédies de Terence, elles portent les éventails, retirent les chaussures, garnissent les lits, préparent les dîners ou encore sont chargées des toilettes et des parures. Chez Plaute, elles ont la charge de tisser, de moudre, de fendre du bois, de filer la laine, de balayer la maison ou encore de faire la cuisine. Et enfin, dans les textes juridiques, elles sont préposées au pain, gardiennes de la maison, cuisinières ou même ouvrières textiles. Leurs fonctions sont donc vraiment éclectiques et peuvent concerner tous les aspects de la vie d'une maison. Elles pouvaient sans doute donc passer d'une tâche à l'autre fréquemment, et elles étaient polyvalentes plutôt que spécialisées. Leurs images sont récurrentes dans les scènes de banquet, sur les sarcophages funéraires ou encore dans des scènes d'intérieur, comme on peut voir sur cette peinture de la Villa Farnesina.
Et toutes leurs représentations ont aussi permis de réunir des caractéristiques stylistiques de leur représentation. Et on sait qu'on peut les différencier dans l'imagerie grâce à des éléments comme leur taille, leur position ou leurs attributs. Cette notion de spécialisation que nous venons d'aborder pour son absence dans le cas des Anquilae, elle est très importante pour d'autres catégories d'activités. Par exemple, les esclaves spécialisés avaient plus de valeur une fois spécialisés, et c'est pour ça d'ailleurs que les Anquilae sont au bas de l'échelle. Le digeste, par exemple, parle de la période minimale d'apprentissage qu'une esclave devait recevoir avant de pouvoir porter le nom d'ornatrix, donc coiffeuse, par exemple. On peut imaginer que les savoir-faire se transmettaient de domestique en domestique, des plus âgés et expérimentés aux plus jeunes. Et Juvénal confirme cette hypothèse puisqu'il évoque dans un de ses textes une vieille servante qui enseignait l'art de la toilette aux plus jeunes. Il y a aussi Soranos d'Éphèse qui énumère les qualités que devait posséder une candidate à la profession de sage-femme, donc obstétrix, avant même de pouvoir être choisie comme une apprentie par une sage-femme expérimentée. On se pose également des questions sur l'éducation de certaines esclaves, puisque certaines ont pratiqué des métiers intellectuels, comme les libraiae ou notariae, qui évoquent des métiers liés à l'écriture, ou encore les lectrices. Certaines faisaient preuve d'une grande érudition, à tel point que l'empereur Domitien laissait sa concubine Cénice gérer une bonne partie de ses affaires, alors que c'était une ancienne esclave, une affranchie, qui était libraia d'Antonia. Donc ces esclaves recevaient bel et bien une éducation solide, mais la question c'est où est-ce qu'elles recevaient cette éducation? Est-ce que c'était dans des écoles comme on le faisait parfois pour les musiciennes, ou est-ce qu'elles s'instruisaient tout simplement en même temps que les enfants des maisons dans lesquelles elles sont nées? Cette dernière hypothèse est plus plausible, puisqu'on sait d'ailleurs que les pédagogues des maisons sont eux-mêmes des esclaves, parfois spécialisés dans l'éducation des enfants, et parfois spécialisés dans l'éducation des esclaves, comme le montre l'inscription qui est traduite sur le PowerPoint. Donc, quand on étudie les métiers qu'ont pu avoir les femmes romaines, la question de l'éducation et de la formation représente vraiment un enjeu important, pour lequel nous manquons malheureusement de sources et qui donc reste assez flou. Une source en revanche qui peut nous apporter des informations supplémentaires, ce sont les noms. Puisque toutes ces femmes portaient des noms uniques lorsqu'elles étaient esclaves, ou alors un nom et un surnom lorsqu'elles étaient affranchies, et que ces noms étaient parfois en rapport avec des qualités personnelles, une origine géographique, ou encore directement liées aux activités exercées. Donc là encore, il y a énormément d'exemples et je ne peux pas tout vous citer malheureusement, mais je vais vous présenter une petite sélection. Donc on a ici par exemple l'inscription d'une cantrix, c'est-à-dire d'une chanteuse, qui s'appelle Kélix. Et son prénom vient du grec kélus, qui veut dire la lyre. Donc c'était certainement l'instrument dont elle accompagnait son chant. On connaît plusieurs nutrix, donc nourrices, et obstétrix, qui s'appelaient Hygia, puisque le grec ougiea signifie bonne santé et a donné le nom de la déesse de la santé Hygie. Donc ce nom est clairement rattaché à la fonction de médecin et à la fonction de nourrice autour de la question du soin. Et enfin, on connaît également une ornatrix, donc une coiffeuse, qui s'appelait ploquer, du grec ploquer, qui était un verbe qui signifiait l'action de tresser. Ça donne donc un prénom tout à fait en lien avec l'activité de l'ornatrix qui coiffait sa maîtresse. Tous ces noms donnent finalement des impressions positives et amélioratives des esclaves et affranchis et mettent en avant leurs qualités, leurs valeurs.
Cela peut témoigner également de liens affectifs avec les maîtres qui les ont nommés, d'autant plus que si elles sont commémorées, comme on l'a vu par les inscriptions, elles étaient certainement issues de familles aisées qui les appréciaient assez pour leur dédier ces monuments funéraires. Donc j'espère que grâce à cette présentation des recherches de Sophie Manot, vous pouvez avoir maintenant une perception un petit peu plus précise des métiers qu'ont pu pratiquer les femmes romaines et des enjeux que cela représente. On sait qu'elles n'ont pas toujours été strictement confinées dans l'espace domestique et que même si ce n'est pas la majorité d'entre elles, certaines ont pu gagner en indépendance, investir l'espace public et les sphères masculines, et certaines ont pu être mises en valeur par leur nom, par leur monument funéraire, pour leur activité. Certaines femmes participent donc fièrement à l'économie romaine et pouvaient avoir des places différentes dans la société, selon leur statut, mais aussi selon les circonstances particulières qui leur étaient propres. Il y a un groupe de métiers que nous n'avons pas abordé lors de cette première partie de conférence, puisque nous allons l'aborder plus en détail à présent. C'est une catégorie qui illustre les mêmes problématiques concernant la participation des femmes. Ce sont les métiers de l'artisanat. Nous allons voir qu'on retrouve en effet le même type de questionnement. La dichotomie espace public et espace domestique est-elle stricte pour ces métiers-là? Quelle a pu être la participation de des femmes à ces activités? Comment étaient-elles représentées? Et que nous apprennent ces représentations? Donc pour ma recherche de master, j'ai choisi de m'intéresser aux activités artisanales particulièrement, car l'artisanat était une part très importante de l'économie romaine et que les recherches modernes sur l'artisanat en Gaule romaine sont abondantes, mais ne mentionnent que très peu, voire pas du tout, les femmes. Alors je ne vais pas pouvoir vous faire part du débat de manière détaillée, mais il faut savoir que dans un premier temps, étudier l'artisanat présente une difficulté de définition, puisque selon les chercheurs, ce ne sont pas toujours les mêmes activités qui sont retenues dans cette catégorie. Mais pour comprendre le plus important, il faut savoir que l'artisanat ne doit pas être défini selon nos catégories contemporaines, qui seraient anachroniques. Il faut proposer une définition au plus proche de la réalité de la société étudiée. Et on peut donc retenir la définition que vous voyez sur le PowerPoint, donnée par Nicolas Montex, qui est que l'artisanat est une activité fondée sur la mise en œuvre d'un savoir technique nécessitant l'emploi d'outils, cognitifs ou matériels, et qui tend au dégagement d'une plus-value. Et cette définition a toute son importance quand on souhaite interroger la participation des femmes à ces métiers. En effet, la partie plus-value de la définition fait référence à la destination commerciale de l'artisanat et exclut par là même la plupart des activités domestiques qui sont à destination de la maisonnée. On peut donc soupçonner qu'une telle définition exclut la majeure partie des activités artisanales pratiquées par les femmes. Je me suis tout de même demandé s'il y avait des sources disponibles pour étudier les femmes qui auraient pu avoir une activité artisanale en Gaule romaine, et quelles sont les informations tirées de ces sources. Donc, à quel type d'activité ont-elles participé, dans quel cadre, et connaît-on leur statut? Ma méthode de travail a été la même que celle de Sophie Manot, à plus petite échelle, c'est-à-dire que j'ai constitué un recueil de toutes les images et inscriptions publiées à ce jour qui concernent les femmes de Gaule romaine et une activité artisanale. Toutes ces sources sont funéraires, et grâce à ce catalogue et à son analyse iconographique, j'ai pu mettre en avant 3 catégories principales de participation à l'artisanat. Je vais donc vous présenter d'abord rapidement la démarche et les résultats de l'étude iconographique, et on s'intéressera ensuite à ces catégories qui en ressortent. Donc dans un premier temps, pour étudier mon corpus, je me suis intéressée à la composition des images, donc tout simplement qui est représenté sur la stèle funéraire. Est-ce une femme seule, en couple, en famille ou avec une autre femme? Dans le corpus étudié d'une 50aine de stèles, les femmes liées à une activité artisanale sont majoritairement représentées avec un homme.
Et lorsque c'est le cas, elles sont tout le temps positionnées à sa droite. Et c'est justement mon deuxième point d'étude iconographique, c'était d'interroger la position et l'attitude du défunt. Donc on retrouve surtout des représentations en buste et en pied, et quelques rares exemples, 3 exactement, de personnes assises. Donc l'information intéressante qu'on peut tirer de cet élément iconographique, c'est que la plupart des représentations en pied correspondent aux représentations de couple, tandis que les femmes seules vont plus généralement être représentées à mi-corps. Il y a donc bien une distinction de position, d'attitude, selon la composition. On a observé peu de variété dans l'habillement des défunts de notre corpus. La plupart portent une tunique et un manteau, et lesquels sont plus courts pour les hommes que pour les femmes. Cette tenue est interprétée comme indigène, c'est-à-dire originaire de Gaule. Et ici, ce critère permet d'évoquer le fait que si ces habitants de Gaule romaine et donc les femmes liées aux activités artisanales ont clairement adopté une tradition romaine, celle de se faire construire un monument funéraire avec une représentation, ils ont tout de même cherché à conserver des éléments montrant leurs origines. Ensuite, les visages ne sont pas assez détaillés pour qu'on puisse parler de portrait, mais on peut distinguer plusieurs types de coiffures. Les 2 principaux types étant une coiffure en calotte ou une coiffure avec une raie médiane, qui suggèrent toutes 2 soit des coupes courtes, soit plutôt des cheveux rassemblés vers l'arrière, peut-être en chignon, comme on peut le voir avec l'exemple que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Les coiffures sont donc plutôt homogènes et participent vraiment à cette schématisation et standardisation du portrait des défunts. Venons-en maintenant aux attributs et aux outils tenus. Seulement 6 femmes sur les 25 stèles où des femmes sont représentées en couple, donc seulement 6 tiennent des outils elles-mêmes. Et sur ces 6, il y a déjà 2 cas qu'on peut éliminer de notre étude, puisque ce sont des outils qui sont connus comme étant absolument symboliques. Donc on a 4 cas de femmes en couple qui tiennent des outils elles-mêmes, et ce sont des outils liés au textile. Et c'est également au domaine textile qu'appartiennent les outils que tiennent les femmes représentées seules. Or, l'outil étant l'élément privilégié pour déduire l'activité professionnelle d'un défunt sur une stèle funéraire, on pourrait en conclure que la majorité des femmes ayant pratiqué une activité artisanale en Gaule romaine pratiquaient dans le domaine du textile. Toutefois, si l'on observe les outils tenus par les hommes à leur côté, on peut déceler d'autres professions, comme forgeron, artisan de la pierre ou du bois, tanneur, orfèvre ou encore tonnelier. Et il est important d'interroger le rôle des femmes à côté de celui des hommes dans les ateliers familiaux. Et il faut compléter cette première approche iconographique par les éléments épigraphiques à notre disposition. Donc en l'occurrence, pour mon corpus, les inscriptions que comportaient certaines stèles n'apportaient aucun complément, mais j'ai pu m'intéresser à d'autres types d'inscriptions. Et j'ai ensuite pu déterminer 3 catégories principales de participation des femmes à l'artisanat. Donc on a la femme représentée aux côtés d'un homme artisan, les femmes représentées seules avec des outils d'activité textile, ou les femmes connues grâce aux inscriptions en tant que fabricantes de tuyaux de plomb ou de tuiles. Chacune de ces catégories apporte beaucoup d'interrogations. Par exemple, la femme représentée aux côtés d'un homme artisan, on peut se demander si elle est l'épouse, l'assistante, ou encore si elle participe elle aussi à l'activité artisanale. Ces femmes-là sont dans l'ombre de leur époux ou des hommes de leur famille, et interpréter leur rôle est compliqué. On peut supposer que dans un foyer modeste, lorsqu'un homme avait un atelier, pour tout type d'activité, la femme a probablement pris part à cette activité d'une manière ou d'une autre, puisque les femmes de conditions sociales moyennes, même libres,
devaient travailler pour subvenir aux besoins de la famille ou même à leur propre survie. Donc leur participation peut s'imaginer de différentes sortes. Elles ont pu prendre part dans le processus de fabrication, assister pour les tâches moins spécialisées, comme le déplacement des matériaux, la gestion de la température, puisque, par exemple, sur la stèle que vous voyez là sur ce diapo, c'est celle qui est de très mauvaise qualité, donc je suis désolée pour cette image. On a interprété cette image comme étant celle d'une femme tenant un soufflet de forge et qui donc aurait été là pour assister directement le forgeron, donc son mari. Et elles ont aussi pu participer, par exemple, à la vente des produits finis, mais aussi, elles ont très bien pu ne participer en aucun cas à l'activité de leurs époux. Ce qu'on cherche à montrer finalement avec cette catégorie, c'est que chacune de ces hypothèses doit être envisagée, et quand cela est possible, il faut chercher à complémenter en comparant avec d'autres sources. Mais pourtant, dans de nombreuses études modernes, en particulier avant les années 2000, les femmes romaines étaient envisagées seulement au travers de préjugés, comme nous l'évoquions plus tôt, et elles n'étaient soit pas du tout étudiées, soit placées fermement, malgré le manque de preuves, dans des places de vendeuses. On pouvait lire par exemple dans l'article du chercheur J. Le Gall, en 1969, qu'il a composé à partir d'inscriptions. On peut lire cette citation. « On s'étonne de découvrir la clavaria, Cornelia venusta. Sans doute ne fabriquait-elle pas de clous et se contentait-elle de vendre ce que forgeait son mari, le clavarius P. aebusius. » Donc cette formulation est assez problématique, mais elle est surtout finalement représentative de la façon dont étaient étudiées les femmes romaines auparavant. Tandis qu'aujourd'hui, on va aborder les questions différemment et avec plus de prudence. Donc finalement, cette catégorie, elle est assez frustrante dans un certain sens, puisqu'elle apporte que des questions, peu de réponses, voire pas de réponses, dans le cadre de la Gaule romaine en tout cas, puisque ces représentations de femmes aux côtés d'hommes qui tiennent des outils ne sont malheureusement complétées d'aucune autre donnée. Il n'y a pas d'inscription éclairante et la plupart des stèles n'ont pas de contexte archéologique, donc il n'y a vraiment aucun complément. La seconde catégorie sont les femmes représentées seules avec des outils liés à l'activité du textile. La question principale pour ces cas-là, c'est doit-on les interpréter comme des outils symboliques ou des outils professionnels? En opposition aux femmes de l'ombre dont on vient de parler, ces femmes-là sont représentées seules et tiennent clairement des outils qui renvoient à une activité artisanale liée au textile. Mais une autre difficulté apparaît dans cette interprétation de cette partie du corpus, car il est malaisé de définir les activités du textile entre le caractère domestique et le caractère public. Par exemple, Alain Ferdière, dans l'économie rurale et la production textile en Gaule romaine, a démontré que l'activité de filage était encore essentiellement une activité rurale et domestique, et concentrée sur les lieux de production de la matière première. On retrouve en effet des traces d'ateliers domestiques avec la découverte d'outils comme les fusailloles, les fuseaux, les pesons, dans les habitations privées. L'importance et le personnel de ces ateliers étaient donc variables selon la maison, mais le personnel était en tout cas majoritairement féminin, et on le sait notamment grâce au fait que certains de ces outils que nous venons de citer avaient parfois un prénom féminin gravé. Donc la production de ces ateliers est presque toujours destinée à la consommation familiale. On les distingue des ateliers artisanaux qui sont spécialisés et en zone urbaine, qui, eux, ont une production à une échelle plus grande et surtout qui va être destinée à la vente et au commerce. Dans ces ateliers urbains, le personnel pouvait alors être mixte.
On a l'exemple de stèles qui ont été retrouvées lors de la fouille de la nécropole de Pont-l'Évêque à Autun, dont fait partie la stèle que vous avez sous les yeux, où il y a 3 cas de fileuses. Donc même si ce n'est que 3 cas, c'est une grosse concentration. Et cette concentration dans cette nécropole pourrait signifier la présence d'un atelier justement de filage ou de tissage urbain, et donc une activité d'artisane textile professionnelle pour les 3 femmes représentées. Il paraît tout de même important de reconnaître la part de spécialisation, de formation et donc de professionnalisation des femmes qui travaillaient le textile, même dans le cadre domestique, puisque finalement la différence n'est pas dans le savoir-faire, mais bien dans la destination de la production. Or, la destination d'une production domestique est certes destinée d'abord à la maisonnée, mais elle a pu parfois dépasser ce cadre et être commercialisée dans certains cas. Par exemple, Martial écrivait « Voici pour toi le produit épais d'une tisseuse sécane, présent grossier, mais qui n'est pas à dédaigner par le froid de décembre. Tu te moqueras des vents et des pluies, à l'abri de mon présent, et jamais le lin de Tyr ne te donnera pareille sécurité. » Il emploie donc le terme de tisseuse pour parler de cette femme. Il la définit donc bien par son activité, et il parle de produit, ce qui évoque un processus de production, de fabrication. L'auteur semble donc avoir acheté une partie de la production de cette tisseuse pour l'offrir ensuite à son ami, celui à qui il s'adresse. Donc si le tissage fait en contexte domestique et pour la production du foyer n'est vraiment pas professionnel, comment expliquer cet échange qui a plutôt ici un caractère commercial et qui suggère une qualité importante du travail? Une seconde ambiguïté s'invite souvent lors de l'interprétation de la participation des femmes à l'activité du textile, puisqu'on peut se demander si l'activité de fileuse suggérée dans les représentations funéraires, est-ce qu'elle a été vraiment pratiquée ou finalement est-ce qu'elle est le symbole des qualités d'une matrone, selon la tradition romaine, puisque les matrones, ce sont donc les femmes romaines citoyennes mariées. Et les textes nous ont fourni une vision idéalisée, comme on le disait tout à l'heure, de ces matrones romaines. Et l'une des qualités indispensables était notamment de savoir filer ou tisser. La stèle présentée ici, par exemple, montre une famille qui a sans aucun doute un statut social élevé. On le comprend à travers la qualité du monument, mais aussi à travers l'opulence qui est évoquée par la bourse tenue par l'homme, et les bijoux portés par la femme. Dans ce cas-là, les outils de tissage renvoient sans doute plutôt à l'idéal de la matrone qu'à une activité professionnelle. Et pour cette ambiguïté entre symbolisme et professionnalisme, il faut toujours interroger les autres éléments iconographiques, éventuellement les éléments épigraphiques s'il y en a à disposition. Et si la stèle représente une famille très aisée qui a l'air haut placée, l'activité de filage peut facilement être classée dans l'ordre du loisir et du symbole vertueux, tandis qu'une stèle plus modeste, représentant une femme qui tient ses outils, comme nous venons de le voir juste avant, est probablement plutôt l'illustration d'une activité que cette femme devait pratiquer au quotidien pour vivre. Dans notre dernière catégorie, on a regroupé les femmes connues grâce aux inscriptions en tant que fabricantes de tuyaux de plomb ou de tuiles. Et on peut se demander si elles étaient artisanes ou propriétaires d'ateliers, ou encore les deux. Très peu d'inscriptions provenant de Gaule romaine mentionnent un métier pour les femmes. Il est notoire que les femmes sont de manière générale sous-représentées dans l'épigraphie, et plus particulièrement en Gaule. On a tout de même trouvé quelques noms de femmes inscrits sur des produits finis que nous pouvons tenter d'interpréter, puisque généralement les productions portent une inscription qu'on appelle marque de fabrique, qui mentionne le nom du fabricant ainsi qu'une indication de lieu, et dans la majorité des cas, c'est le lieu de production.
C'est le cas par exemple pour des tuyaux de plomb qu'on a trouvés à Vienne, datés des années 60 à 160 de notre ère, avec la mention Staia Saturnina. Donc Vienne était un grand centre pour le travail du plomb en Gaule à l'époque romaine, avec une cinquantaine d'ateliers. Et Staia Saturnina a été interprétée comme étant une dirigeante de la plus importante entreprise de plomberie de la ville. Elle produisait des tuyaux, mais aussi des bacs en plomb et des sarcophages, comme vous pouvez voir sur le diapo. Et l'inscription qui a permis d'identifier Staia Saturnina, c'est Staia Saturnina Suis VF. Donc le VF correspond à fait à Vienne, et Suis peut être traduit par pour les siens ou avec les siens. Un autre nom de femme est retrouvé également sur des tuyaux de plomb, découverts à Lyon cette fois-ci. C'est Terentia Secundia, dont le nom est complété de l'indication LF pour Lugduni Fekit, donc fait à Lyon. Cette inscription est placée dans un cartouche et c'est une marque de fabricant similaire à celle de Staia Saturnina. Il est donc un peu difficile d'interpréter ces deux marques de fabrique qui portent le nom de femme, puisque les informations sont plus que succinctes. On n'a que le nom et le lieu de fabrication. Pour certains, le terme de fekit n'est pas à prendre au premier sens, et ces deux femmes n'auraient pas fabriqué de leurs mains les objets, mais auraient plutôt été les propriétaires de l'atelier. Elles seraient donc dirigeantes, mais pas artisanes. C'est une hypothèse qui est vraisemblable et assez communément admise. Toutefois, il se pourrait également qu'elles aient été à la fois propriétaires et qu'elles aient aussi participé au processus de fabrication, l'un n'empêchant pas l'autre. On connaît également des femmes fabricantes de briques et de tuiles. Donc, l'usage des briques et de tuiles est diffusé au 1er siècle de notre ère, dans le cadre des constructions de bâtiments et d'hypocaustes, notamment. Ces objets du quotidien pouvaient être inscrits comme les tuyaux de plomb, du nom du propriétaire de l'atelier. Et parmi ces propriétaires d'ateliers, on a noté plusieurs noms de femmes. Par exemple, on a retrouvé le nom de Paula, comme vous pouvez le voir sur le diapo, le nom de Mérula aussi, mais le nom retrouvé en plus grand nombre en Gaule romaine, c'est celui de Clariana, et le fait qu'on ait retrouvé beaucoup d'occurrences de son nom indique une briqueterie opulente qui a pu diffuser sa production. Mais la localisation de l'atelier reste à ce jour inconnue. Certains chercheurs ont proposé de voir un lien entre cette Clariana et un Clarianus, dont la production a également été très répandue en Gaule, mais il faut rester prudent car cette association ne convainc pas unanimement. Ces femmes sont probablement libres ou affranchies, mais leur statut n'est jamais précisé clairement dans les inscriptions. Toutefois, ce type d'activité faite dans la sphère publique suggère une certaine indépendance d'action pour les femmes, donc un statut correspondant. Une fois de plus, il est difficile, voire impossible d'affirmer autre chose que le fait que ces femmes ont indéniablement été liées à une activité artisanale, que ce soit en y participant elles-mêmes ou en la dirigeant. Vous l'aurez donc compris à travers cette représentation, l'interprétation de la participation des femmes à l'artisanat en Gaule romaine est délicate et doit être prudente. Toutefois, on a pu mettre en lumière ces trois possibilités, et si elles apportent beaucoup de questions pour peu de réponses, on a tout de même assez d'éléments pour affirmer la participation des femmes à l'artisanat en Gaule romaine, mais dans divers contextes, domestiques ou publics, féminins ou mixtes, dans différentes circonstances, en ayant hérité d'un atelier, en travaillant à la maison ou en travaillant pour sa survie dans le milieu public, et également avec différentes spécialisations. On peut donc revenir sur le même point de conclusion que pour les recherches de Sophie Mano. Il n'y a pas de carcan absolument strict pour l'activité professionnelle des femmes. Il y a eu des évolutions, il y a eu des cas particuliers, mais il y a sans doute surtout eu beaucoup de femmes ayant pratiqué des activités et des métiers qui sont restés dans l'ombre faute d'accès à des monuments ou à des inscriptions funéraires qui nous seraient ensuite parvenues. Donc j'espère qu'à travers cette présentation du travail de Sophie Mano et de moi-même, à travers les exemples choisis,
J'espère que vous aurez eu un bon aperçu des activités des femmes romaines. J'espère que nous aurons pu mettre en lumière celles qui ont parfois été cachées derrière leurs maîtres, maîtresses ou derrière les hommes de leur famille. On aurait pu aborder de nombreuses autres activités, mais il nous aurait fallu bien plus qu'une conférence. Donc pour tous ceux qui seront arrivés jusqu'ici, merci de votre attention, merci de votre écoute.